Bonsoir mesdames, messieurs, très heureuse de vous savoir en train d'attendre ce grand rendez-vous d'actualité. C'est déjà votre émission qui commence. Le regard de ce soir, c'est rapporté sur quelqu'un que vous connaissez très bien, un habitué de cette émission, Lambert Mende Omalanga. Bonsoir monsieur le ministre et bienvenue. Bonsoir, merci. Je rappelle que vous êtes porte-parole du gouvernement, ce n'est plus à rappeler, mais on doit le rappeler, la profession oblige, mais aussi ministre de la communication média, ministre de l'initiation à la nouvelle citoyenneté, mais aussi de relations avec les parlements. Bienvenue et comment allez-vous? Je vais très bien, merci. Comment se porte votre morale aujourd'hui? Il faut dire que mes investigations personnelles, soit mes sondages personnels, révèlent que vous êtes l'une des personnalités aujourd'hui les plus critiquées sur les réseaux sociaux, sur le net, etc. Comment se porte votre morale au regard de toutes ces critiques? Peut-être vous découvrez les attaques contre ma personne sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Moi, je sais que ça n'a jamais cessé depuis que j'exerce la charge de porte-parole du gouvernement. Ça n'arrête pas, donc je vis avec et je me porte excellemment. Je ne vois pas quel est le problème. Rien de nouveau, c'est le même volume de réactions et il y en a beaucoup de positifs. Le volume augmente, il faut quand même le dire. Non, je vous dis beaucoup de positifs et c'est ça qui me soutient, plus que les négatifs. Alors aujourd'hui, pensez-vous qu'on est en train d'envier votre poste? Possible, mais peut-être que les gens se fourvoient, peut-être que les gens se trompent sur le sens de la communication que je développe. Je serais très heureux d'engager une discussion avec l'un ou l'autre d'entre eux pour pouvoir leur dire exactement ce qu'il en est, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de malentendus. Alors même aujourd'hui, les politiques aujourd'hui vous accusent de ce fait qui vous caractérise. Selon eux, que vous vous contredisez souvent lorsque vous donnez les informations. Après, vous revenez sur cela, vous ne dites plus ce que vous aviez dit peut-être il y a 48 heures, ou 2 jours passés, ou 3 jours passés. Vous vous contredisez souvent. Ce sont des généralités. Dire à quelqu'un qui se contredit, ça ne veut absolument rien dire. Il faut dire en quoi il se contredit. Il faut me donner un exemple. Je pourrais alors réagir. Mais là, il se contredit. Ça veut dire quoi? Il se contredit en quoi? Qu'est-ce qu'il a dit il y a 48 heures et changé 48 heures après? C'est quoi exactement? C'est enfantin de dire cela. On vous accuse aussi de beaucoup mentir en faveur justement de votre gouvernement, en faveur de Joseph Kabila. Vous mentez même lorsque tout le monde voit que c'est le blanc, vous dites que c'est le noir, ou c'est rouge, vous dites que c'est le vert. C'est une insulte, ça n'a rien à voir avec un fait, vous ne m'avez cité aucun fait. Donc venir répéter ici les injures qu'on adresse à ma personne, je ne vois pas à quoi s'avance le débat. Alors, monsieur le ministre, on va parler de l'actualité. Tout de suite, on va aborder. Aujourd'hui, l'actualité reste dominée par la Commission électorale nationale indépendante. D'abord, par la personne qui dirige cette institution, qui est beaucoup critiquée. Il y a une pétition. Je ne suis pas le seul à être critiqué. Il y a une pétition qui est en train d'être signée, justement. Dans ce pays, quand vous faites quelque chose, vous vous faites critiquer. Je pense donc qu'il faut être fier d'être du côté de ceux que l'on critique. C'est ce que vous pensez. Parce qu'on est du côté de ceux qui font. Voilà. C'est votre point de vue, monsieur le ministre. Aujourd'hui, l'abbé Apollinaire Maloumalou devait surgir de la Senco pour débarquer dans la société civile, ensuite devenir ce qu'il est devenu. Mais vous savez très bien que dès le départ, c'était un peu très mal. Et aujourd'hui, voilà les conséquences. Presque tout le monde demande à ce que l'abbé Apollinaire Maloumalou puisse démissionner. Écoutez, Barbara, nous parlons d'une institution publique. Une institution publique fonctionne sur base de la légalité ou du règlement. Alors il y a la Constitution, il y a des lois, il y a des dispositions réglementaires d'exécution de lois qui précisent les modes d'accès à une institution publique ou de sortie naturellement. Alors vous dites l'abbé Maloumalou devait sortir de la Senco pour ceci, pour cela. Mais vous ne me citez pas les dispositions légales qui exigent que quelqu'un, parce qu'il appartient à une confession religieuse, doive être présenté par cette confession religieuse. Ce que j'ai lu dans la loi, c'est qu'une personne doit être présentée par sa composante. Et une confession religieuse, comme l'Église catholique ou d'autres, n'est pas une composante au sens de la loi. La composante, c'est des confessions religieuses, c'est-à-dire toutes les confessions religieuses congolaises. Il n'y a pas une qui a le droit de confisquer la représentation de la composante. Donc, ce que vous dites là ne tient à aucune disposition légale. Ce sont des développements comme ça, verbaux, des gens parlent, ils font passer leurs états d'âme. Mais vous savez au moins que la Senco n'était pas d'accord. On ne critique pas le fonctionnement d'une institution sans un soubassement légal. Senco d'accord ou pas, ce n'est pas Senco qui est la loi en République démocratique du Congo. La loi est écrite.
Il y a une constitution. Comme la Senco respecte la Bible, nous respectons la loi. Alors ne venez pas mélanger les genres. Ici, c'est la loi. Vous ne me donnez aucune disposition légale ou réglementaire qui exige que ce soit la Senco qui présente. Donc ce que vous dites n'est fondé sur rien que sur des sentiments. Et une institution ne fonctionne pas sur base de sentiments. Je m'excuse. Alors, aujourd'hui, au-delà de tout ça, il vient pour proposer, d'ailleurs, la première hypothèse, c'est-à-dire le suffrage indirect. Aujourd'hui, cela, pourquoi, monsieur Mende? C'est trop caricatural, cette façon de présenter les choses. Il n'est pas venu proposer les élections indirectes. Il est allé au Parlement, comme la loi le lui demande, présenter aux parlementaires un rapport sur l'état de son travail, l'état de la situation en ce qui concerne les élections et les projections pour l'avenir. Alors, qu'est-ce qu'il a présenté? Il a présenté des hypothèses. C'est au pluriel. Il a présenté 2 hypothèses. Une dans laquelle il estime que si nous voulons continuer à faire les choses comme nous le faisons sous l'empire de la loi, c'est-à-dire respecter le calendrier électoral, avoir toutes les élections bouclées, y compris les législatives et la présidentielle. Il faudrait faire 2016, des propositions anticonstitutionnelles. S'il faut bien le faire, il faut faire des propositions anticonstitutionnelles. Vous m'interrompez, alors je vais vous laisser vous répondre à vous-même. Allez-y, monsieur le ministre. Si nous voulons faire les choses pour respecter le calendrier de 2016, il va falloir des aménagements que moi, je ne peux pas prendre. Voilà. Moi, Séni, je ne peux pas les prendre. Vous pouvez. C'est-à-dire avoir l'élection du gouverneur de province. Uniquement cette élection du gouverneur de province. En indirect. Pour, 1, économiser de l'argent. 2, économiser du temps. Parce qu'il est question de temps. Beaucoup de gens s'agitent autour de ce calendrier. Deuxièmement, si nous voulons continuer avec le processus actuel, la législation actuelle, c'est OK, mais il va falloir accepter un dépassement de temps. Messieurs, je vous laisse la réflexion et j'attends que vous me donniez des orientations pour que je puisse décider. Alors, vous parlez d'une hypothèse. Déjà, c'est un mensonge. Il a présenté 2 hypothèses. On est en train d'en débattre. J'ai dit 2 hypothèses parmi. Je dis la première hypothèse. Oui, mais il ne faut pas faire croire aux téléspectateurs qu'il n'y a qu'une hypothèse. Il y en a 2. Et des gens de mauvaise foi se sont engouffrés sur une hypothèse, faisant semblant d'oublier qu'il y en a une deuxième. Et la deuxième ne tend pas vers le sens de la modification de la Constitution. Pas du tout, mais elle tend dans le sens de l'élasticité du calendrier, ce qui gêne aussi beaucoup de gens. Donc il faut que les gens choisissent. Ce qui va permettre à Joseph Kabila peut-être Pourquoi Joseph Kabila? Tous les sénateurs sont en dépassement. Pourquoi vous n'en parlez pas? Tous les gouverneurs de province sont en dépassement. Pourquoi vous n'en parlez pas? Tous les députés provinciaux sont en dépassement. Vous voyez l'injustice, vous voyez l'arbitraire, vous voyez la haine. Joseph Kabila a encore 3 ans devant lui. Vous ne parlez pas des gens qui ont déjà dépassé de plusieurs années. Vous allez voir quelqu'un qui n'a même pas dépassé d'1 jour. Pourquoi cette haine? Qui peut conduire un pays dans une telle atmosphère? On va y arriver, monsieur le ministre. Non, on ne va pas y arriver. Je vous démontre qu'il y a une agitation qui est fondée sur la haine. Ce n'est pas un sentiment sain. Parlez de ceux qui ont déjà dépassé. Pourquoi vous acharnez sur quelqu'un qui n'a même pas encore dépassé d'1 seconde? Suffrage indirect, moins coûteux. Suffrage direct, coûteux. Plus coûteux, naturellement. Aujourd'hui, vous pensez qu'aujourd'hui, on doit sacrifier justement la population congolaise par rapport à ses doutes, justement à cause de l'argent, parce qu'il n'y a pas d'argent. Il y a pas, le gouvernement ne peut pas mobiliser un budget. Justement. Le fait qu'aujourd'hui, le suffrage indirect crée des débats partout et ça crée les doutes aujourd'hui. Vous ne pouvez pas faciliter la tâche. Soyez clair. Non, excusez-moi. Allez-y. Vous parlez de la population. Vous l'avez consulté quand? Il y a eu un référendum et la population vous a dit que ça nous pose un problème. En tout cas, là, ce sont mes investigations personnelles, monsieur le ministre. Là, ce sont mes investigations personnelles qui ont révélé cela, que cette proposition de la CENI fait à ce qu'aujourd'hui, qu'il y ait des doutes. Vous parlez de la classe politique ou de la population? Quel abus de langage! Vous parlez de mon grand-père qui est au village ou de la population, ou de vos clients qui viennent ici dans les radios comme moi, nous, vos clients des radios et des télévisions. C'est nous la population maintenant? C'est une usurpation de qualité. Pourquoi on a créé le référendum? On a créé le référendum pour consulter les populations.
Mais si nous estimons que ce que politique, nous disons... vous allez aller avec... Excusez-moi. Allez-y, monsieur le ministre. Si vous estimez que ce que nous, les politiques, nous disons représente la population, supprimons les référendums. Pourquoi créer des élections? Cela représente aussi une partie de la population. Mais laquelle? Cela représente aussi une partie de la population qui soutient le point de vue de ces gens-là, de ces politiques-là avec qui vous allez aller aux élections. Pourquoi ne pas les rassurer dès le départ? Soyez professionnels. Une partie de la population, laquelle? Je ne peux pas imaginer un journaliste professionnel qui me parle d'une partie de l'opinion et qui ne me présente aucune statistique. C'est votre point de vue, monsieur le ministre. Je suis un professionnel aussi. Vous devez appuyer vos déclarations par des données. Quand est-ce que vous avez fait l'enquête d'opinion? Où sont les statistiques? Où sont les résultats? Dites tel acteur politique dit ceci. Je vous suivrai. Puisque même dans l'opposition, ils sont divisés. Alors ne faites pas des abus, des amalgames, juste pour donner raison à tel ou tel autre. Ce n'est plus un débat parce qu'aujourd'hui, les autres ils sont de votre côté. On va évoluer, monsieur le ministre. Alors, pourquoi ne pas rassurer justement ces politiques avec qui vous allez aller aux élections? Aujourd'hui, les doutes sont créés en créant justement, en proposant, en donnant des propositions. Pourquoi la Commission électorale nationale indépendante ne donne pas des propositions qui cadrent avec la Constitution? Pourquoi? Madame, allez-y. Mais puisqu'il y a deux propositions, s'il y en a une qui fait problème, c'est que l'autre n'est pas problématique. Alors, où est le tremblement de terre? L'autre, c'est laquelle exactement? Mais la deuxième, celle qui consiste à laisser les lois telles qu'elles sont aujourd'hui, ne rien modifier, mais accepter qu'il y ait un décalage en ce qui concerne le déroulement du processus électoral. Au lieu d'arrêter tout en 2016, il y a un dépassement vers au-delà de 2016. C'est ce que l'AB a présenté. Alors, discutons de cela. Comment est-ce que vous prenez deux hypothèses, vous dites on rejette l'une, vous ne parlez pas de l'autre, et vous dites non, il y a le désespoir, etc. Vous ne proposez pas autre chose. Il y a autre chose qui a été présentée. Pourquoi vous n'en parlez pas? Si le politique, aujourd'hui, les politiciens de l'opposition n'étaient pas vigilants aujourd'hui, la première hypothèse allait être validée. C'est vous qui le dites. Oui. C'est vous qui le dites. C'est leur vigilance aujourd'hui qui fait à ce qu'aujourd'hui, la première hypothèse soit bannie. Je suis désolé, mais vous déformez les faits. Monsieur l'abbé Malou Malou n'est pas allé au Parlement pour dire qu'il vient avec une hypothèse et qu'à la suite du débat au Parlement, il est en train d'abandonner cette hypothèse. C'est faux. Je ne sais pas si vous étiez là. Mais monsieur l'abbé Malou Malou est allé au Parlement avec deux hypothèses. Moi, j'ai reçu des copies. Je suis ministre chargé des relations avec le Parlement. Ce que vous dites là est totalement faux. Qui vous a dit qu'il est allé avec une seule hypothèse et que n'eût été la vigilance de l'opposition, c'est cette hypothèse-là qui se serait impliquée? Vous partez de quoi pour dire cette Donc cette hypothèse-là sera maintenue. Cette hypothèse-là sera maintenue. Donc non, modifier l'article 197. Excusez-moi. Vous partez de quel fait pour dire que l'hypothèse de M. Malou Malou, qui demande que les gouverneurs soient élus et les députés provinciaux au suffrage universel indirect élargi, allait être retenue et pas l'autre? Quel est le fait? À part les jérémiades de mes amis de l'opposition, vous vous basez sur quoi? Vous êtes journaliste, vous n'êtes pas de l'opposition. Alors, il faut cesser de répéter uniquement ce qu'une partie raconte, aller aux faits. Les faits, c'est qu'il y a eu deux hypothèses. On s'attaque à l'une. Bon, nous discutons. Mais pourquoi vous faites semblant d'oublier qu'il y a une autre? Pourquoi vous ne démontrez pas le mal qu'il y a dans l'autre? C'est ça le problème, la mauvaise foi de mes frères de l'opposition. Et de toute façon, personne n'a décidé. Et M. l'abbé Malou Malou n'a pas de décision à prendre. M. l'abbé Malou Malou n'est pas législateur. Le législateur, celui qui peut modifier un texte de loi ou qui peut réviser une disposition révisable de la Constitution, c'est l'Assemblée nationale. Donc c'est l'Assemblée nationale. Une disposition révisable, alors... Oui. Où est le problème? Oui. Il y a aussi interdiction à réviser une disposition révisable? Pour vous, on ne peut pas réviser une disposition Monsieur le ministre, il n'y a pas interdiction. Mais alors, quel est le problème? Jusque quand on va commencer à modifier la Constitution avant les élections? S'il vous plaît, en 2011, c'était la même chose. C'est-à-dire, on a révisé l'article 71. Excusez-moi, je ne suis pas venu discuter de vos états d'âme. Nous parlons c'est votre point de vue, monsieur le ministre. Mais non, si vous pensez je ne peux pas venir ici discuter des états d'âme d'une personne. C'est votre point de vue. Je viens ici parler de la volonté du peuple souverain, qui est inscrite dans la Constitution. Est-ce qu'au terme de la Constitution, il y a un problème à réviser une disposition de la Constitution? Mais à chaque fois, vous allez commencer à réviser la Constitution, monsieur le ministre. Mais si les dispositions sont révisables, vous êtes qui pour être plus souverain que le peuple? Toujours avant les élections. Qui a dit qu'en dehors de 1, 2, 3, il y a 8 points qui sont bloqués. Vous faites de la confusion. Il y a 8 points qui sont bloqués dans l'article 220.
Le peuple souverain a dit, en dehors de ces 8 points, on peut réviser la Constitution à condition de demander au peuple. Alors, vous êtes qui pour venir me dire ici, jusqu'à quand c'est cela? Si 100 000 Congolais décident qu'on doit réviser, vous êtes qui pour refuser? Excusez-moi. Monsieur le ministre, mais je n'ai pas fini. Allez-y, finissez. La Constitution dit 100 000 Congolais peuvent prendre l'initiative pour réviser les dispositions révisables. Vous êtes une Congolaise et vous dites qu'on ne peut pas réviser? La Constitution dit le président de la République peut, s'il estime que telle disposition est révisable, il peut initier une révision dans les dispositions révisables. La Constitution dit le gouvernement, par une décision délibérée en Conseil des ministres, peut décider de mettre une disposition révisable de la Constitution en débat pour la révision. La Constitution dit 50 parlementaires peuvent décider par une pétition de mettre aux délibérations une disposition révisable de la Constitution. Alors vous, madame, vous dites non, moi je refuse. Est-ce que la Constitution vous a donné ce droit-là? Donc on n'est pas là pour parler des états d'âme. Il y a 70 millions de Congolais, madame. Il y a 70 millions d'états d'âme. Nous voudrons être rationnels. Si nous sortons de la Constitution, la rationalité, madame, c'est la Constitution. Ce n'est pas ce que vous pensez ou ce que moi je pense. Alors discutons à ce niveau-là. On va discuter à ce niveau-là. Voilà. En 2011, on a révisé l'article 71. C'était pas non révisable. Où est le problème? Bien sûr, c'était révisable. On va évoluer. La terre n'a pas Maintenant, on tend vers la révision de l'article 197. Oui. Monsieur le ministre, quel est le problème? Avant l'organisation de chaque élection aujourd'hui, on va commencer à réviser les articles. Et vous croyez que nous sommes le seul pays dans ce cas? Même en France, on continue à réviser. La loi électorale est toujours révisée. Il n'y a pas un seul régime qui vient au pouvoir en France sans revoir la loi électorale. La démocratie est consolidée là-bas. Oui, ici, on a encore une jeune démocratie. Oui, nous la consolidons. C'est ça la différence, justement, monsieur le ministre. Vous n'allez pas me dire que l'exemple de la France est un contre-exemple. Vous tous, vous êtes en train de piaffer devant ces vieilles démocraties. On n'est pas en train de piaffer, monsieur le ministre, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Notre démocratie est encore jeune. Aujourd'hui, le doute règne encore dans les cœurs, justement, des Congolais qui ont peur, justement. Vous savez très bien que peur, justement, des faits, des réalités. Je vais vous expliquer. 2011, vous avez vu. Je voudrais que vous répondiez à votre propre question. Monsieur le ministre. Les gens ont peur de respecter leur constitution. Monsieur le ministre, laissez-moi parler, vous allez comprendre. En 2011, vous avez vu comment les élections se sont déroulées dans ce pays. Mais ce n'est pas la révision. Il y avait beaucoup d'irrégularités, un désordre sans fin. Vous n'êtes pas capable de me démontrer. Et aujourd'hui, Joseph Kabila continue à être contesté. Est-ce que je peux vous répondre? Allez-y. Vous n'êtes pas capable, tel que vous êtes là, de me prouver le lien qui peut exister entre la révision qu'on a faite et les désordres que nous avons nous-mêmes dénoncés. Ça n'a rien à voir. Strictement rien à voir. C'était ça le Une administration électorale a mal fonctionné. Le départ posait déjà de problème. Est-ce que la faute c'est à la loi? Le départ posait problème. La faute n'est pas à la loi, non. Et puis vous avez vu la faute n'est pas à la loi. Des groupes de citoyens manipulés par d'autres citoyens ont exercé des violences sur d'autres citoyens. Vous croyez que c'est la loi? C'est la Constitution qui leur a dit d'aller taper des gens, de brûler les urnes en Mbujimaï, de tuer quelqu'un à Kananga? Vous croyez que c'est la Constitution qui leur a dit de faire ça? Les criminels, quand ils commettent des actes, c'est la loi qui les pousse. Ils violent la loi. Ils violent la Constitution. Alors ne mélangez pas tout. Le départ de chaque processus, ne mélangez pas tout. Le départ de chaque processus annonce déjà la fin de ce processus. Le processus commence toujours par la loi. Et ce n'est pas, vous n'allez pas me dire que la loi est responsable des mauvais comportements des gens qui la violent. Ça, c'est vraiment une lecture complètement tirée par les cheveux. Quelqu'un viole une loi, la faute c'est à la loi. Non. Et donc, la faute est à lui. C'est lui qui, connaissant la loi, l'a violée. Alors ne retournez pas maintenant les responsabilités. C'est la loi qui est mauvaise, ce n'est pas le délinquant. Qu'est-ce que vous racontez là? Lambert Mende, vous pensez qu'aujourd'hui c'est loyal ou c'est respectueux d'aller avec des politiques qui ne croient pas en vous, qui ont peur justement d'être victimes encore des tricheries qu'ils ont dénoncées en 2011. Voilà pourquoi ils se comportent ainsi. Soyez réaliste. Il ne faudrait pas regarder moi, il faut regarder ces politiques-là. Soyez réaliste, je ne fais que madame. Rapporter les non, faits. Soyez réaliste. Le jour où ces politiciens croiront en nous, le jour où ils seront d'accord avec tout ce que nous faisons, il n'y aura plus d'opposition. Il y aura unanimité dans le pays. Pourquoi alors organiser des élections? Nous devrions rester au pouvoir ad vitam aeternam. Il y a des oppositions. Chez nous, ça va jusqu'à des remises en cause ad hominem. C'est une déviation, mais acceptons le débat comme quelque chose qui est de sens démocratique. Acceptons la contradiction comme faisant partie de la démocratie. Même si le président de la CENI ne rassure pas. Ne dramatisez pas la contradiction.
c'est normal. Le président de la CENI n'est pas Dieu, puisque même Jésus, le Fils de Dieu, il est venu ici. Il y a des gens, parmi les hommes qu'il est venu sauver, qui l'ont crucifié. Ce n'est pas l'abbé Malou Malou qui va faire l'exploit d'être aimé par tout le monde. Ne dramatisez pas, madame. Voyez ce que la loi dit et essayons d'encourager nos gens à fonctionner selon les principes de la loi. Et nous aurons un vrai état de droit dans notre pays. C'est ça la solution. Ce n'est pas de croire que tout le monde va dire Amen à tout ce qui se fait. Ça n'arrivera jamais. Individuellement, le gouvernement ou la majorité présidentielle ne se sont pas lésés. Aujourd'hui, l'UDPS a fait une déclaration pour déjà dire qu'elle ne va pas participer déjà à ces élections, monsieur le ministre. Est-ce que vous pouvez me rappeler la dernière fois que l'UDPS a dit une déclaration positive vis-à-vis de notre régime? Est-ce que ça a existé un jour? Jamais de la vie. Même quand elle a participé aux élections, c'était pour faire ce que je viens de vous dire à Mbujimaï, à Kananga, même ici à Kinshasa, des gens ont été molestés. Donc je vous dis, considérez la contradiction comme faisant partie inhérente de la démocratie. Il ne faut pas dramatiser. Monsieur le ministre, dès le départ, c'est ça le problème, dès le départ, les gens commencent déjà à dire est-ce qu'il y a eu un jour, moi je vous dis, est-ce qu'il y a eu un jour où ça a été autrement? Est-ce qu'il y a eu un jour où ça a été autrement? Ça a toujours été comme ça. Mais alors, où est le problème? Ce n'est pas la faute de la loi. C'est les individus qui doivent évoluer. Ce n'est pas la loi. Nous avons eu toutes sortes de lois. Les réactions ont toujours été les mêmes. Si les gens s'installent dans la contestation rituelle, même une contestation d'une élection qui n'a même pas encore commencé, vous comprenez bien qu'il y a peu à faire. Sauf si eux-mêmes acceptent de changer le fusil d'épaule. Aujourd'hui, puisqu'on parle de 2016, de perspective de 2016, Lambert Mende, Vital Kamerhe, que vous connaissez, qui a eu des problèmes avant d'aller faire sa caravane de paix, il a finalement réussi à faire cette caravane de paix qui a été un succès, qui a été un succès énorme, mais les agents qui sont censés de mettre de l'ordre sont venus mettre du désordre. En tout cas, ça, c'est une source qui est venue. Les agents de l'ordre qui sont venus justement disperser la population. Est-ce qu'il n'y a pas de contradiction là? Ça s'est très bien passé, puis les agents sont venus mettre du désordre. Qu'est-ce que vous voulez dire? Allez-y, monsieur le ministre. Où ça s'est bien passé? Vous êtes en train de ça s'est bien passé? Exactement ce que nous voulons dire. Il y a eu du désordre, donc ça ne s'est pas bien passé. Alors c'est quoi? Sur quoi dois-je répondre? Parce que vous étiez jaloux peut-être. Non, sur quoi dois-je répondre, de ce succès. Vous avez vu, il a pu quand même mobiliser une grande partie de la population de l'Est et vous avez envoyé des policiers venir. Vous êtes dans la confusion. Vous avez dit il y a eu succès, ça s'est bien passé. C'est votre point de vue. Maintenant vous dites qu'on a perturbé. Les téléspectateurs comprennent facilement, comprennent parfaitement ce que je veux dire. Alors je n'ai rien à dire à ce sujet-là. Puisque je ne sais pas à quoi je réponds. Je réponds au fait qu'il y a eu du succès, donc nous avons laissé faire un succès, ou que nous avons empêché le succès de se faire. Vous avez empêché. À quoi est-ce que je réponds? Vous avez empêché justement Vital Kamerhe faire exactement ce qu'il est venu faire. Voilà, c'est ça la question. Je ne peux pas répondre à votre question, s'il vous plaît. Allez-y. Vous savez très bien qu'il est allé faire une caravane de paix, s'il vous plaît, monsieur le ministre. En provoquant des policiers, en insultant le camp qui a gagné la guerre, en insultant le président qui a mené les opérations militaires pour chasser cette guerre qu'il est soi-disant allé saluer la victoire de la République. C'est ça la caravane de la paix? En provoquant des policiers, en molestant des policiers qui sont à l'hôpital jusqu'au moment où nous parlons. De quoi parlez-vous? Il y a 20 policiers, madame, à Bukavu, qui sont à l'hôpital. Vous croyez qu'ils se sont infligés des plaies à eux-mêmes? Il faut savoir de quoi vous parlez. Il y a 20 policiers qui sont à l'hôpital au moment où je vous parle. Vous parlez de quoi? Alors, on vous a dit qu'il y a eu des morts. Il n'y a pas eu un seul mort. Vous parlez de quoi? On a perturbé quoi? Il a insulté le président. Pourquoi? Lorsque la population disait vomi, la poussière, il réclamait que les routes n'étaient pas asphaltées, etc. Et qu'il a promis... Vomi, c'est quoi? Allez-y. C'est les travaux. Vous croyez que si on aménage le boulevard des Huileries ici, devant votre immeuble, il n'y aura pas de la poussière? Et puisqu'il y a de la poussière, on ne peut pas faire des travaux? Il ne faudrait pas comparer la poussière. Mais c'est ce qui se passe à Goma. C'est ce qui se passe. Voumi, c'est le travaux. À Bukavu, allez-y. Même, je vous parle de Goma. Bukavu a déjà quelques artères bien asphaltées. Jusqu'à l'aéroport. Vous avez quelque chose qui ne s'est jamais fait depuis le départ des Blancs. Alors, il ne faut pas raconter des histoires. Je sais qu'à Goma, les travaux ont duré plus que prévu. Et il y avait de la poussière parce qu'on avait décapé la chaussée. Et donc, ça provoquait du vomi exactement. Mais maintenant, on a repris les travaux. Ils sont en train de se faire. De quoi est-ce qu'il parle? C'est pour ça qu'il est allé? Pour faire crier aux gens vomi? Nous pensions qu'il est allé saluer la victoire de ses frères et de ses sœurs de FRDC. Au lieu de cela, il est allé pratiquement cracher sur eux,
en disant aux gens la victoire, quelle victoire, on ne mange pas, il y a les vomis, etc. C'est ça la caravane de la paix. Vital Kamerhe vous fait peur, monsieur le ministre, pour l'alternance de 2016, je vous regarde dans les yeux et je vous demande, un élève qui a 7% peut faire peur à un autre élève qui a eu presque 50%? Depuis quand? C'est le monde à l'envers. Mais on vous accuse, de tricherie. Mais je vous ai répondu. 7% contre 42%. Bien sûr, le mauvais élève... 42% entre guillemets, d'après 48%. D'après 48% entre guillemets, mais le cancre vous dira toujours que le premier a triché. Vous n'avez pas été à l'école? Le cancre, le dernier, il va dire Barbara a triché, c'est pourquoi elle a 80% et que moi je n'en ai que 20%. Quand son père essaie de lui remonter les bretelles, c'est aussi vieux que le monde. Que Kamerhe dise qu'on a triché, il a eu 7%, il n'est pas content. Il aurait voulu avoir peut-être 37 ou 47%. Il ne les a pas eus. Il jette l'opprobre sur celui qui a gagné. On connaît ces mauvais perdants. Donc n'allez pas me jeter cela au visage. Cela n'a été confirmé par aucun tribunal. Il est allé à la Cour suprême. Il n'a même pas brandi un seul procès verbal. De quoi est-ce que vous parlez? Parlons des faits. Ne parlons pas des états d'âme. Sa requête a été jugée recevable, maintenant fondée. Mais il n'a présenté aucune preuve. C'est pourquoi elle n'était pas fondée. Absolument. Alors, monsieur le ministre, est-ce que vous lui avez envoyé une lettre pour libérer la maison là où il occupait, ici à la Gombe? Plus de 7 correspondances, je peux vous les produire. C'est quelque chose qui m'attriste. Parce que M. Kamerhe est une personnalité qui mérite d'être respectée. Il a été ce qu'il a été, numéro 2 dans ce pays. Depuis quand il a dirigé même ce ministère que je dirige aujourd'hui. Donc il est digne de respect. Depuis quand vous avez commencé avec ces correspondances? Depuis 2010, madame. Il y a 4 ans. Il y a 4 ans que le ministère de l'Urbanisme et Habitat, qui gère ces immeubles et qui a mis cet immeuble à la disposition de mon ministère, lui a écrit pour lui notifier la fin de ce qu'il appelait un bail. C'était même pas un bail, il s'est arrangé. Paradoxalement, on continuait quand même à percevoir les loyers. Mais c'était un tricheur. On continuait quand même à percevoir. Il a été victime d'un tricheur. Un tricheur de l'État. Il a été victime d'un tricheur, congolais, absolument. De votre gouvernement. Oui, qu'il le cite, nous allons l'arrêter. Qu'il le cite, nous allons l'arrêter. Personne n'avait le droit de percevoir un loyer sur un immeuble de fonction du ministère des Médias. Depuis 2010, M. Kamerhe avait reçu une lettre lui disant « Si vous payez à quelqu'un, arrêtez parce que nous mettons fin à votre bail. Et nous, ministère de l'Urbanisme et Habitat, nous vous donnons un bail de 3 mois qui est forclos au mois de mars 2011. » J'ai cette lettre, M. Kamerhe a cette lettre parce qu'il a même réagi en disant qu'il n'est pas d'accord avec ce point de vue, mais ça c'était son point de vue. Et alors, depuis mars 2011, mars 2012, mars 2013, et maintenant nous sommes en mars 2014, et lorsque nous décidons de reprendre notre bien, vous pouvez dire vraiment que nous avons manqué de patience ou de respect envers M. Kamerhe? C'est tout sauf ça, madame. Monsieur le ministre, est-ce que c'était à vous, en tant que ministre des Informations, d'envoyer la lettre, ou c'était au ministère de l'Urbanisme d'envoyer cette lettre? Si vous allez avec ce micro en reportage, et qu'un de vos confrères, par inadvertance, le prend, vous attendrez que M. Chabani lui écrive pour récupérer le micro? Vous lui direz, donnez-moi mon micro, le micro de Congo Web. Je suis ici représentant de Congo Web. Alors, on met un immeuble à la disposition de mon ministère. Qui voulez-vous qui réclame cet immeuble, à part le ministre de ce ministère-là? Dites-moi. Qui doit le faire? Je l'ai fait depuis 2010, ça n'a pas été fait. Et maintenant, en 2014, en désespoir de cause, j'ai écrit aux autorités judiciaires et aux autorités de la police pour qu'on puisse remettre le ministère dans ses droits. Et c'est la police qui est allée lui notifier qu'il fallait absolument qu'il libère parce qu'on a tel autre élément. Et c'est lui-même qui a retiré ses effets. Aucun policier n'est allé le forcer. Il a eu la dignité de retirer lui-même ses biens. Et c'est la police qui m'a amené les clés. Donc on n'est pas allé le chasser comme monsieur tout le monde. Non, on est allé là-bas pour lui demander de libérer la maison le même jour. Et c'est interdit. Le même jour, monsieur le ministre. Depuis 2010. Pourquoi ne pas lui laisser... Excusez-moi, depuis 2010, si on vous dit de libérer en 2014 le même jour, c'est un problème? S'il se respectait, il serait parti en 2011. Qu'est-ce que vous racontez là? Est-ce que vous savez de quoi il s'agit? Alors, monsieur le ministre, voilà. vous pensez que tout cela, c'est des coïncidences aujourd'hui? On lui a demandé de libérer la maison le même jour pour partir déjà à l'aéroport de Ndolo. Il y avait une complication. Qu'est-ce que à l'aéroport? S'il vous plaît, à l'aéroport de Ndjili. Pourquoi vous me posez des questions? Pourquoi on sort de l'affaire du ministère des Médias pour l'aéroport? Vous croyez que moi, j'ai la tutelle sur l'aéroport?
Posez la question au ministre des Transports, il vous dira ce qui s'est passé à l'aéroport. Vous m'avez posé la question sur la villa du ministère, je vous ai répondu. Pourquoi vous voulez mélanger tout? Vous croyez que tout dans la vie de M. Caméré est lié à ma personne? Parce que les avertis pensent que c'était un coup monté justement pour le déstabiliser. Les avertis sont victimes de l'illusion du savoir immédiat ou de la mauvaise foi. Vous comprenez? J'ai appris même qu'un retard d'un avion qu'on devait refueler à Kisangani, mettre du carburant, c'était attribué par M. Caméré et son parti au président Kabila. Parce que ces militants attendent, il faut retarder l'avion. Mais mon cher ami, vous connaissez le coût d'une heure de chômage pour un avion qui ne vole pas. Et l'État va dépenser tout ça parce que quoi? Quelqu'un qui a eu 7%, nous allons dépenser tout cet argent. Donc il ne vous fait pas peur finalement en 2016. Mais pourquoi nous ferait-il peur? Nous sommes la première famille politique de ce pays. Pourquoi nous ferait-il peur? Nous avons des assises que lui n'a pas. Pourquoi nous ferait-il peur? C'est un des nôtres qui est sorti, qui est même rejeté par ses frères qui sont de l'opposition. Une première famille politique qui a pour autorité morale Joseph Kabila, qui doit nécessairement partir en 2016. Mais quel est le problème? Une famille politique, c'est une famille politique. Vous croyez que quand on a voté pour moi, chez moi, comme député, les gens voyaient le visage du président Kabila? Nous sommes une famille politique. Nous apportons toute notre force, toute notre énergie pour soutenir la vision de notre chef de famille, qui restera toujours notre chef de famille, qui vous dit que la famille change de force. Partira en 2016. Mais qui vous dit que parce qu'il part, il n'y a plus de famille politique? Il part d'où d'abord? Il part d'où d'abord? Vous croyez qu'il va cesser de faire la politique? Vous croyez qu'il va quitter le pays? Vous croyez qu'il va mourir? Qu'est-ce que c'est que cette dramatisation d'un événement somme toute normal et qui, en réalité, n'est même pas à l'ordre du jour? Nous sommes en 2014, madame. Nous sommes en 2014. 2014, qu'est-ce qui se passe au... Mais excusez-moi, vous n'êtes pas un politique. Qu'est-ce qui se passe au Congo en 2014? Qu'est-ce qui se passe au Congo en 2015? Qu'est-ce qui se passe au Congo en 2016? Puisque les échéances, là, c'est vers la fin 2016. Ça ne vous intéresse pas? Il n'y a que cette histoire des appétits gloutons, des gens qui veulent devenir président, qui comptent pour vous. Mais parlez un peu de votre peuple. Parlez de notre pays. Parlez du quotidien. C'est ça qui est à l'ordre du jour. Alors, monsieur le ministre, aujourd'hui, 2016, vous le savez, vous avez fait une déclaration je ne parlerai plus de 2016. Monsieur le ministre, sincèrement, s'il vous plaît, vous avez rassuré... des questions de 2014 et c'est tout. Monsieur le ministre, s'il vous plaît, vous-même, vous l'avez dit, il ne faut pas aujourd'hui refuser ce que vous avez dit. Je n'ai pas refusé. Vous avez dit ça dans votre conférence de presse, que Joseph Kabila ne va pas modifier la Constitution. Justement, il partira en 2016. 220. Les articles qui sont verrouillés par l'article 220. Oui. Monsieur le ministre, aujourd'hui, il y a un débat au sein de la majorité présidentielle. Il y a quelques acteurs, que je ne voudrais pas citer le nom ici, quelques acteurs de la majorité présidentielle qui estiment que vous n'êtes pas porte-parole de la majorité présidentielle, vous êtes porte-parole du gouvernement. Il faudrait établir un parallélisme et parler de ce que vous concerne aujourd'hui. C'est quoi la différence aujourd'hui? La population voudrait comprendre. C'est quoi la différence? Parce que pendant plusieurs années, on vous voit toujours en première ligne. Défendre Joseph Kabila. En première ligne, défendre Joseph Kabila. Même les porte-paroles de la majorité ne parlaient pas. Et aujourd'hui, on voit les voix surgir pour parler de cela. Des voix. D'abord, vous ne les citez pas. Parce que c'est un faux débat. Il y a quelques heures à peine, j'ai eu... Vous voulez que je cite des individus qui ont parlé de cela? Il y a quelques heures à peine, j'ai eu ma dernière réunion, parce que nous en avons très régulièrement, avec le chef de la majorité présidentielle, qui est le secrétaire général de la majorité présidentielle, président de l'Assemblée nationale. Et je n'ai rien entendu de tel. Alors, de qui parlez-vous? Qui engage la majorité présidentielle? Je vous informe que je suis un des membres de cette majorité présidentielle. Je suis membre du bureau politique. Je suis président d'un des partis les plus significatifs de la majorité présidentielle. C'est à ce titre que je siège au bureau politique. Personne ne m'a retiré le droit de parler. Et je vous dis que je suis au contact avec le secrétaire général, le numéro 1 après le président de la majorité présidentielle. Si des gens ont des états d'âme, ce n'est pas le point de vue de la majorité présidentielle. J'ai été, au contraire, loué pour les positions que je prends d'habitude pour notre famille politique, puisque notre gouvernement est un gouvernement issu de cette famille politique. Est-ce que le gouvernement n'a pas le droit de parler de ce communiqué des évêques lorsqu'ils nous interpellent pour avoir des moyens de suffire à nous-mêmes au lieu d'aller chercher l'argent à l'extérieur? Qui s'occupe des problèmes d'argent pour les élections? Ce n'est pas le gouvernement? Et si le gouvernement ne peut pas répondre, qui doit répondre à cela? Donc ce sont des états d'âme.
un peu de confusion, il n'y a pas de débat, parce que les instances officielles de la majorité présidentielle ne sont pas auteurs de ce que vous dites là. Donc je n'engagerai pas un débat avec des gens qui n'ont pas la responsabilité de parler au nom de la majorité présidentielle. Très bien, monsieur le ministre, voilà. Vous avez dit que vous aviez eu une réunion avec monsieur Mina. Plusieurs réunions. Non, je parle de celle de... Je suis même le délégué du gouvernement auprès de lui. Parce que je suis ministre chargé des relations avec le Parlement. Alors pourquoi ne pas justement sanctionner ces personnes-là puisqu'ils sont de votre famille politique? Mais ils ont la liberté, madame. Okay. Ils ont la liberté de penser ce qu'ils veulent penser. De donner leur point de vue. Nous sommes un regroupement qui est démocratique. Il faut nous féliciter pour cela. Je ne pense pas que dans la plupart des cercles de l'opposition, on puisse avoir un tel débat. Ça prouve la vivacité, la bonne santé démocratique de la majorité. Donc je ne vais pas débattre avec eux. D'abord, ils n'ont pas qualité pour engager la majorité. Deuxièmement, ils sont libres aussi d'évaluer ce que nous faisons, en bien comme en mal. J'ai reçu beaucoup de signaux de soutien, beaucoup de signes de félicitations de la part d'autres membres de la majorité. Mais je ne vais pas dire que c'est officiellement qu'on m'a dit cela. Ces mêmes membres de la majorité qui envieraient votre poste, là c'est une source qui voudrait bien vous remplacer, monsieur le ministre. Est-ce que vous croyez devenir porte-parole du gouvernement? Est-ce que vous croyez que je suis né porte-parole du gouvernement? Dans une vie antérieure, j'ai été vice-premier ministre, ministre des Transports et Communications. Ça ne m'a pas tué. Dans une vie plus récente, j'ai été ministre du pétrole, ministre des hydrocarbures. Ça ne m'a pas tué. Maintenant, je suis au ministère des Médias. Demain, je peux être ailleurs, tout comme je peux rester, tout comme je peux sortir du gouvernement. Où est le problème? Il y aura toujours quelqu'un pour me remplacer. Où est le problème? Pourquoi dramatiser des choses qui sont tout à fait naturelles et normales? Pourquoi dramatiser justement ces personnes-là qui vous envient, qui sont de votre famille politique? Je ne sais pas s'il faut parler d'envier. Les gens peuvent avoir une... Votre poste, en tout cas, est la cible de plusieurs politiques. Oui, mais ils peuvent... Les gens... Votre famille, d'autres ministres même, qui sont dans le gouvernement. Les gens, qui soient ministres dans le gouvernement ou pas, peuvent avoir une ambition, somme toute légitime. Laissons-les à leurs ambitions. C'est tout à fait normal. S'il veut être ministre des Médias et qu'il convainc le président et le premier ministre de les nommer au ministère des Médias, grand bien leur fasse. Moi, je suis prêt à aller là où on m'enverra. Je suis prêt à reprendre mon siège de député à l'Assemblée nationale. Je suis prêt à aller faire mes activités de fermier, puisque je suis un grand fermier, tel que vous me voyez là. Donc, je ne serai jamais au chômage. Alors, monsieur le ministre, on revient dans votre famille politique, puisque c'est une famille politique. Monsieur le ministre, est-ce que vous êtes en train déjà de préparer le dauphin de Joseph Kabila, la personne qui doit le remplacer? Parce que la Constitution dit qu'il doit partir en 2016. Non, nous n'y pensons pas encore, parce que nous sommes en 2014, madame. Nous avons encore 2 ans et demi, 3 ans. Par peur de choquer Joseph Kabila? Non, non, parce que nous avons beaucoup de choses à faire d'ici là. Si nous commençons à nous distraire, et c'est là où nos frères de l'opposition, pas très loyaux, veulent nous entraîner, c'est-à-dire nous déconnecter des problèmes réels que nous avons pour développer le pays aujourd'hui, pour consolider la sécurité, pour lutter contre les ambitions de déstabilisation et même de balkanisation de notre pays. Ils veulent nous déconnecter pour nous amener à nous décrédibiliser auprès de notre opinion. Nous n'allons pas les suivre. Chaque chose viendra en son temps. Aujourd'hui n'est pas le temps du débat sur 2016. Alors, monsieur le ministre, aujourd'hui, l'actualité, c'est aussi ce gouvernement de cohésion nationale. Vous le savez, aujourd'hui, c'est tous les cœurs qui battent. Oui. Aujourd'hui, pourquoi Joseph Kabila, qu'est-ce qu'il va mettre, qu'est-ce qu'il ne va pas mettre d'abord? Après plusieurs temps, il a promis parce qu'il a dit « je vous ai compris », il a dit ça. Il a même annoncé le gouvernement de cohésion nationale. Il a annoncé cela. Oui. Mais quand est-ce qu'il y aura mise en place de ce gouvernement? Pourquoi ça traîne? Quand lui terminera les consultations qu'il est en train de faire, et je n'ai pas besoin d'être porte-parole du président pour le dire, parce que je sais que... En tout cas, d'une sorte indirecte, d'une manière indirecte, vous avez déjà été... Vous êtes déjà porte-parole du président de la République. Peut-être sans le savoir, Lambert. Comme membre du bureau politique, donc le saint des saints de la famille politique du président, je peux vous dire que les consultations vont bon train. Et avec l'opposition, et avec la majorité, et avec la société civile, les échanges sont en train de se faire à plusieurs niveaux, y compris celui du président. Lorsqu'il aura terminé ces consultations, il va annoncer la décision qu'il aura prise. Le président est un homme qui garde la maîtrise des dossiers qui lui reviennent, qui ne se laisse pas impressionner par des mouvements d'humeur, des mouvements de rumeurs, des mouvements d'opinion. Quand il sera prêt,
vous serez informés, mais je ne pense pas qu'il y en a encore pour longtemps. C'est tout ce que je peux dire. Avant la rentrée parlementaire, peut-être? Ah, ça, je ne sais pas. Tout dépend de lui. Je ne vais pas me substituer à lui. Vous savez, je vais me faire taper sur les doigts par ceux qui m'accusent de jouer le rôle de son porte-parole. Mais je sais qu'il n'y en a plus pour très longtemps. Alors, monsieur le ministre, aujourd'hui, pensez-vous qu'après ce grand travail que vous avez pu faire, au-delà de toutes ces critiques, Joseph Kabila va vous garder ou vous allez partir? Il faut poser la question au président Joseph Kabila. Je ne peux pas parler au nom du président, au nom de pouvoir qu'il est seul à exercer. C'est un pouvoir qu'on dit régalien, c'est-à-dire qu'il ne le partage avec personne. Et les gens qui veulent le faire sortir de ses gonds au tort, c'est lui qui décide. Donc, je ne vois pas comment je peux me livrer à de tels pronostics. En tout état de cause, je suis un membre de la majorité très discipliné. Quoi qu'il décide, il aura toujours mon soutien. Alors, il faut dire que la population s'attend vraiment à des très très bonnes perspectives au regard de ce gouvernement, nouveau gouvernement de cohésion nationale. Pensez-vous que ce gouvernement doit être caractérisé par quoi de positif qu'il n'y a pas au gouvernement actuel? Mais le président a déjà tracé le schéma. Il a indiqué les missions qu'il entendait confier à ce gouvernement. Globalement, il s'agit de mettre en œuvre les résolutions pertinentes qui ont été données par les concertations nationales. Nous savons qu'il y en avait eu 649 à peu près. On en a retenu globalement 100. Et donc là-dedans, vous avez la quasi-totalité des problèmes qui ont été soulevés par toutes les entités qui ont été représentées aux concertations nationales. Démocratie, c'est-à-dire le renforcement du processus démocratique, droits de l'homme, c'est-à-dire garantir de manière effective le respect de ses droits, économie, c'est-à-dire nous lancer maintenant dans la production et créer une véritable réforme richesse institutionnelle, dans le pays, réforme institutionnelle et tutti quanti. Donc, je pense qu'en lisant les résolutions des concertations nationales, vous avez le programme de ce gouvernement qui vient. C'est ce qui explique peut-être l'engouement de notre opinion pour ce gouvernement, parce que chacun y a mis du sien. Alors, monsieur le ministre, je sais que ça sera un peu dur pour vous de répondre à cette question, mais ayez quand même l'audace de répondre à cette question. Sincèrement, voudriez-vous que monsieur le Premier ministre Matata Ponyo soit maintenu ou puisse partir? J'aurais bien voulu répondre. Votre point de vue personnel, ça n'engage ni le gouvernement, ni le président de la République, Lambert Mende individuellement. Matata Ponyo doit rester ou doit partir? J'aurais bien voulu répondre à cette question, n'eût été les impératifs de la déontologie de la fonction ministérielle, qui nous interdit de donner l'impression d'exercer une pression sur l'institution présidentielle. Il est impossible à un ministre qui est bien dans ses bottes, qui intègre bien les dispositions déontologiques qui conduisent cette fonction, de s'exprimer sur une matière qui relève d'une compétence exclusive du président de la République. J'ai mon point de vue, je me garderai bien de le mettre sur la place publique parce que cela donnerait l'impression de... Vous allez me le dire après cette émission en coulisses, vous pouvez me le dire? Je ne sais pas, je ne pourrais pas le dire. Alors, monsieur le ministre, on va évoluer aujourd'hui. Matata Ponyo parle de la réduction du taux de l'inflation. Il a dit que c'était à moins 1%. Et aujourd'hui, l'économie nationale connaît quand même, subit des pressions inflationnistes, si on peut le dire ainsi. Et les économistes, quand même, ont pu calculer le panier de la ménagère. Et ce panier a été évalué à 16%, a démontré que le taux d'inflation demeure à 16%. Votre point de vue par rapport à cette petite contradiction ce que dit le Premier ministre est confirmé par toutes les études que nos structures ont menées, y compris des structures qui sont en dehors de la sphère du gouvernement, y compris des structures aussi crédibles que le Fonds monétaire international ou la Banque mondiale, qui ont témoigné dans vos médias de la justesse de ces chiffres qui ont été donnés concernant les grands agrégats macroéconomiques. Je pense que le problème qu'il y a, c'est qu'il n'y a pas encore, jusqu'à présent, et nous le reconnaissons, une projection de cette bonne santé que nous constatons sur la vie quotidienne du citoyen. C'est le combat que nous sommes en train de mener. Si aujourd'hui, les investissements sociaux
ont reçu une bouffée d'oxygène. Ces écoles qu'on a décidé de construire en grand nombre, ces hôpitaux qu'on a décidé de disséminer à travers la République, ces routes pour relier toutes les provinces répondent à ce souci du gouvernement de pouvoir arriver à faire coïncider cette embellie au niveau macroéconomique avec la vie quotidienne, avec ce que vous appelez le panier de la ménagère. Ici, donc, il n'y a pas de contradiction au niveau où vous les placez, ou ceux qui vous ont informé les placent. Alors, les efforts sont en train d'être fournis, il faut le dire, par le gouvernement, mais quand est-ce que les retombées seront palpables, monsieur le ministre? Dans quelle échéance, vous faites? Vous savez, nous ne sommes pas dans la cour des miracles. Je vous ai dit ici quels efforts nous sommes en train de mener pour que ces retombées soient effectives. Ce n'est pas des choses qui s'obtiennent comme ça par une génération spontanée. Il faut absolument créer les conditions pour que ces efforts soient perceptibles par les plus modestes de nos citoyens. Il faut ouvrir des routes. Et une route, ça ne s'ouvre pas d'un coup de baguette magique. Il faut y mettre du travail. Monsieur le ministre, ça fait 4 ans passés, on a fait une émission. On a avancé. Vous avez donné le même point de vue. Oui, on a avancé. Jusque-là, les routes posent toujours problème. Ah si. Vous avez dit la même chose. Mais vous savez il y a 4 ans passés. Mais écoutez, 2 300 000 km², ça ne se relie pas en 5 ans ou en 10 ans, madame. Il faut commencer par les premiers kilomètres. Et nous avons déjà fait beaucoup. Nous sommes en train de faire beaucoup. Poser la question aux gens de l'arrière-pays, des gens de l'axe Kisangani, Beni, Goma, etc. Nous sommes en train de travailler. Mais nous sommes en train de travailler au rythme que permettent les moyens qui sont à notre disposition. Mais je crois que chaque jour, de plus en plus de Congolais voient ces développements arriver jusqu'à eux. Alors, petit à petit, les Congolais voient, mais en attendant, il y a des petits commerçants qui cherchent quand même à vivre, à survivre, si je peux le dire ainsi. Oui. Ils cherchent à faire leur petit commerce. Aujourd'hui, ils ne sont plus permis. Vous le savez, les agents de l'ordre interdisent carrément ces pauvres mamans, ces pauvres vendeurs, qu'on appelle communément des chailleurs, pratiquer leur métier. Monsieur le ministre, est-ce que vous n'avez pas eu quand même à y penser avant de les interdire, à donner quand même de l'emploi ou à proposer une autre alternative? Je ne sais pas ce que vous appelez petits commerçants. Nous en avons beaucoup et qui méritent d'ailleurs le soutien, qui aspirent à occuper cet espace que le colonialiste et même le régime de la Première et de la Deuxième République avaient laissé vide, vacant, la classe moyenne. Ça, c'est des gens que nous voyons qui ont leurs boutiques, qui ont leurs achalandages dans les marchés. On n'a pas fermé le marché central, madame. On n'a pas fermé le marché de la liberté. On n'a pas fermé les boutiques qui se font conformément aux règles de l'art. Vous avez votre parcelle, vous créez votre boutique dans un coin, vous ne gênez pas les autres Congolais qui circulent. Et donc, on n'a jamais fermé cela. Au contraire, on leur propose maintenant des moyens en multipliant les établissements de microfinance. Mais des gens qui sont dans la rue, qui empêche la circulation de se faire, qui laisse prospérer cette insécurité. Notre ville de Kinshasa a eu une très mauvaise réputation à cause de ce désordre, ce dysfonctionnement au niveau du petit commerce, qu'on les invite à rentrer dans le circuit formel, en créant des boutiques là où c'est possible, en cherchant des tables sur des marchés qui ont des conditions d'hygiène. On leur a invité parce que quelques-uns que j'ai rencontrés ne m'ont pas parlé de ça. Il n'y a jamais eu destruction des étals pirates sans ce qu'on appelle un moratoire. On a donné un moratoire, par exemple, au 207, excusez-moi d'aller de Coquelin vers les transports en commun, on a donné un moratoire de 45 jours. Ça s'arrête le 15 mars. Je suis sûr qu'ici même, dans quelques semaines, vous me poserez la question et vous me direz, les transporteurs de 207 disent qu'on ne leur a jamais donné le temps. Il y a toujours un moratoire. Ça s'arrête le 15 mars, mais aussi il y a la rentrée parlementaire. Monsieur le ministre, vous êtes ministre de Relations avec le Parlement aussi. Quelles doivent être les matières prioritaires abordées justement au cours de cette nouvelle session qui va s'ouvrir? Je pense que prioritairement, il faut s'attaquer à tous les arriérés législatifs qui concernent le processus électoral.
parce que maintenant, nous avons décidé qu'entre 2013 et 2016, nous puissions vraiment prendre à bras le corps les élections, rétablir le processus électoral dans toutes ces étapes. Il y a certaines lois qui sont en retard. Il y a certaines lois qui nécessitent à être revisitées. Donc pour moi, la priorité se situe à ce niveau-là, parce que le processus démocratique ne peut pas souffrir de retard dans le processus électoral. Lambert Mende, merci d'avoir répondu à notre invitation. Nous rappelons que vous êtes ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, ministre de l'Initiation à la Nouvelle Citoyenneté et les relations avec le Parlement. Mesdames, Messieurs, à vous également un grand merci de nous avoir suivis. Vous allez suivre cette émission en rediffusion demain samedi à partir des 10h juste, mais sur d'autres chaînes de télévision également. Je vous retrouve vendredi prochain avec le même plaisir. D'ici là, portez-vous bien et restez avec nous sur la télévision haute définition. Bonsoir chez vous.